T'as déjà vu un homme entrer dans un tribunal comme s'il possédait non seulement la loi, mais aussi la vérité, comme si son insigne le rendait intouchable, invincible, au-dessus des règles. C'est exactement comme ça que le détective Mason Grant est entré ce matin-là, dans la salle 3B, comme si la justice était un jouet qu'il pouvait plier avec un sourire et un mensonge. Mais ce qui s'est passé ensuite a brisé bien plus que sa carrière. Ça a fissuré tout un système qui s'était tu trop longtemps. C'était un lundi, de ceux où l'air est lourd, le silence profond. Le tribunal vibre de murmures discrets, de papiers qu'on tourne, de pas hésitants sur le parquet. La juge Nadine Ellis était là, assise à son bureau, ses lunettes glissant sur son nez, parcourant un dossier fin et jauni. Elle avait l'air fatiguée. Pas seulement physiquement, mais usée par les années passées à voir la même histoire, encore et encore. Un adolescent noir de 16 ans. Une autre accusation pour trouble à l'ordre public. Celui-là s'appelait Malik Bryant. Le rapport disait qu'il avait été agressif, bruyant, qu'il avait refusé d'obéir. Mais Nadine, elle, avait vu la vidéo. Le garçon parlait à peine au moment où les menottes claquaient sur ses poignets. Et le nom sur le rapport d'arrestation détective Mason Grant. Encore lui. Toujours les mêmes mots. Toujours les mêmes excuses. La même réalité silencieuse qui transforme l'adolescence en délit, quand la peau n'est pas la bonne. Malik était assis au premier rang, le dos bien droit, comme à l'église, chemise repassée, cravate un peu tordue, comme le font les jeunes quand ils veulent paraître grands. À côté de lui, sa mère Carmen Bryant serrait une pochette pleine de diplômes, de notes de professeurs, même une photo de Malik tenant sa petite sœur dans ses bras. On aurait dit qu'elle voulait prouver, document après document, que son fils méritait la justice. Et puis, les portes se sont ouvertes. Le détective Grant est entré 1,10 m, épaules larges, lunettes de soleil encore sur le nez. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement balayé la salle du regard, comme s'il choisissait une proie. Ses yeux se sont posés sur Malik, puis sur la juge Ellis, et là, on l'a vu, ce petit sourire, ce rictus de supériorité déguisé en assurance. On dit que le mal crie, mais parfois, il sourit. Ce que Grant ignorait, c'est que la juge Ellis l'observait depuis longtemps, en silence, avec précision et douleur. Depuis 2 mois, elle analysait les données sur les arrestations de mineurs, et le nom de Grant revenait plus que tous les autres dans le comté de North Lyell. Le schéma était clair. Plus de 87% de ces arrestations concernaient des adolescents noirs. Toujours les mêmes mots, toujours comportement agressif, toujours les mêmes enfants. Elle a compris, elle a vu le code derrière les mots. Des termes comme posture hostile, regard provocateur, ton irrespectueux, autant de paravents. Des justifications déguisées pour couvrir la peur, pour étouffer les responsabilités. L'audience a commencé comme toutes les autres, formelle, tendue, prévisible. « Détective Grant », dit la juge Ellis d'une voix posée. « Pouvez-vous expliquer pourquoi M. Bryant a été arrêté, alors que les 3 autres adolescents, tous blancs, ont été relâchés sur place? » Il s'est raclé la gorge. « Les autres ont coopéré, Madame la juge. Malik a refusé de reconnaître mon autorité. Nadine s'est penchée. Donc, le respect est obligatoire maintenant. Il ne se mérite plus. » La salle a frissonné. Une toux, un raclement de chaises. Grant s'est raidi. Il m'a lancé un regard provoquant.
Elle a levé un sourcil. Et c'est un délit, ça. Puis sont venues les statistiques, les pourcentages, le schéma. Pourquoi 87% de vos arrestations concernent-elles des ados noirs, alors que ce comté n'en compte que 31%? Il n'a rien dit. Il n'avait pas besoin. Son silence parlait pour lui, mais Nadine n'en avait pas fini. Elle a sorti une clé USB de sous son bureau et a fait un signe au greffier. Le projecteur s'est allumé. Et là, une vidéo, floue, hachée, mais vraie. Ce n'était pas Malik. C'était un garçon nommé Elijah Thomas, un autre adolescent noir. Même genre d'accusation. Même policier. Résultat différent. Elijah ne résistait pas. Il portait un tablier d'épicerie. Il rentrait chez lui, les mains en l'air. Grant l'a plaqué contre une grille. Elijah suppliait. « Je veux juste rentrer chez ma sœur. 3 secondes. 3 mots. 3 balles. » Silence. Puis, la voix de Grant. Il aurait dû savoir. La salle n'a plus respiré. Et puis est venu le deuxième choc, un enregistrement audio. Capté en secret par l'agente Danny Reyes Affaires internes. C'était Grant. Et son supérieur, dans un bar, il riait. Il se vantait. Celui-là, c'était un avertissement pour les autres. Quelqu'un dans le fond a laissé échapper un cri étouffé. Carmen a porté une main à sa bouche. Et à ce moment-là, l'air a changé. L'agent Ray avait essayé d'alerter la hiérarchie 6 mois plus tôt, mais les preuves avaient disparu. Sa demande de mutation. Ignorée, aujourd'hui, elle était là, regardant son travail éclater au grand jour. Mais quand elle a voulu parler, Grant l'a fixée froidement, sans un mot. Elle a reculé d'un pas, poings serrés, mâchoires crispées, regard baissé, rempli de honte. Elle n'a pas fui, mais elle n'a pas parlé non plus. Et ce silence disait tout. La juge Ellis a continué. Vous avez pris pour cible ces garçons. Vous avez utilisé votre insigne pour les terroriser. Et quand ils ont supplié, vous avez tiré. Grant a explosé. Vous jouez toujours les victimes, a-t-il crié, les poings serrés. Vous savez à quel point ce boulot est dur. Vous n'avez pas le droit de vous dire victime, a répondu Nadine, glaciale, pendant que des mères enterrent leurs fils. Et là, il a craqué. Il a foncé vers le banc. Et avant que qui que ce soit réagisse, il lui a donné un violent coup de pied. Elle est tombée en arrière, sa chaise basculée, sa tête heurtant le marbre. Des cris, de la panique. Malik s'est levé d'un bond. Carmen a crié son nom. Et en un instant, l'illusion du contrôle s'est effondrée. Mais Grant ne savait pas, n'avait pas vu les 3 agents fédéraux en civil à l'arrière. Ils ont bondi, l'ont plaqué au sol, l'ont menotté, là, sur le même sol qu'il foulait comme un roi. Il hurlait pendant qu'on l'emmenait. Des théories du complot, des histoires de respect, de reprendre le pays, mais plus personne n'écoutait. Le FBI a perquisitionné le commissariat l'après-midi même. Des emails, des vidéos effacées, des primes pour quotas d'arrestation, un réseau de corruption tissé par le silence et la peur. Plusieurs agents ont démissionné. D'autres ont avoué. Le bureau du procureur a été entièrement remanié. De nouvelles lois sont arrivées comme un raz-de-marée. Les caméras corporelles sont devenues obligatoires. Chaque arrestation de mineurs, examinée. Et surtout, la juge Ellis est restée. Elle a refusé une promotion. Elle a dit
que sa place était ici. Pas là-haut. Malik Affair classé. Il a commencé à aider d'autres élèves après l'école. Il a dit à sa mère qu'il voulait devenir avocat des droits civiques. L'agent Reyes dirige maintenant un bureau indépendant de surveillance de la police, mais évite toujours le regard de Carmen. Et Carmen? Elle hoche la tête quand même, parce qu'elle sait, la lâcheté peut aussi avoir une conscience. Et le reste du public? Certains sont partis, tête baissée, d'autres ont pleuré. Certains semblaient encore en colère, pas contre le flic, mais contre la vérité. Parce que lorsqu'un mythe se brise, il laisse des éclats. Cette semaine-là, quelqu'un a tagué sur le mur du tribunal. La justice regardait depuis toujours. Personne ne l'a effacé. Un jardin en mémoire d'Elijah a été planté devant le tribunal, avec Malik qui aidait à poser les fleurs. Les mêmes élèves qui faisaient des blagues sur les suspects habituels passent maintenant devant en silence. La juge Ellis garde la photo d'Elijah sur son bureau. À côté, une note écrite par Malik. « Merci de m'avoir vu. » Elle la relit chaque matin avant de lever le marteau. Parce qu'elle sait, un garçon, une mère, une lanceuse d'alerte, une juge, c'est tout ce qu'il faut pour briser un système, pour lui tendre un miroir, pour lui rappeler que la justice ne s'agenouille jamais. Alors je te demande, et toi, tu ferais quoi si tu voyais le pouvoir abusé, juste devant toi? Tu parlerais, tu reculerais, comme Reyes l'a fait un jour, ou tu aiderais à planter quelque chose de nouveau, même si tes mains tremblent encore de la dernière tempête. Parce que la justice, ce n'est pas juste un verdict, c'est un choix. Et toi, qu'en penses-tu? Qui a eu raison? Qui a eu tort? Dis-le dans les commentaires. Et n'oublie pas d'aimer, de t'abonner et de partager cette histoire si tu crois en la justice.